Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez un nouvel épisode de Quoi de neuf en histoire, un podcast d'entretien consacré aux livres récents en histoire. Je suis Rassan Moubarak et j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Pierre Mananti qui publie Le RPR, une certaine idée de la droite aux éditions Passé Composé. Bonjour Pierre Mananti. Bonsoir Rassan et quel plaisir de te retrouver ainsi que tes auditeurs. Oui, parce que c'est la 5e fois qu'on se voit, c'est ton 5e livre, tu es historien spécialiste du gaullisme et de la 5e République. Les deux précédents avaient déjà paru chez Passé Composé, c'était Les Barons du gaullisme et une biographie de Charles Pasqua. Aujourd'hui, donc, tu racontes l'histoire du RPR, le Rassemblement pour la République, qui a été fondé en 1976 et intégré en 2002 dans l'UMP. C'est donc un quart de siècle de vie politique qui est marqué par ce parti que tu retraces dans ce livre. Cette année sera donc l'occasion de commémorer le 50e anniversaire de sa création. Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, il y a une certaine nostalgie du RPR, notamment au sein de la droite ? Oui, indéniablement. Le RPR, c'est un des grands partis qui a fait gagner la droite. Aujourd'hui, dans les grandes figures de politique contemporaine, à droite, il y a bien sûr le général de Gaulle, statut de commandeur indépassable. Et puis, il y a Jacques Chirac, à la fois populaire, français sympathique, bon copain, infatigable pendant les salons de l'agriculture, et en même temps, un des derniers grands chefs qui a fait gagner la droite à la tête du RPR. Et puis, après lui, Nicolas Sarkozy, qui reste d'ailleurs, malgré ses récents démêlés avec la justice, une figure qui compte à droite, qui continue d'inspirer à droite. Donc il y a un petit peu ce triptyque de personnages. On en oublie une foule d'autres. Pompidou, Séguin, Balladur, mais ce trio, De Gaulle, Chirac, Sarkozy, c'est un peu une sorte de trinité à droite, une trinité incontournable. Et donc, quand on s'intéresse à ce trio, bien sûr, Nicolas Sarkozy, c'est l'UMP, le général de Gaulle a eu la résistance, l'URPF, et Jacques Chirac a eu le RPR, qui a été, pour tout un tas de raisons, sa machine de conquête du pouvoir, son outil personnel, et le parti duquel il est indissociable. Tu rappelles quelques chiffres d'ailleurs, 100 000 militants pour le congrès de la Fondation à Paris en décembre 1976, 885 000 adhérents 10 ans plus tard. Est-ce que c'est spécifique au RPR ? Est-ce que d'autres partis de masse, notamment le Parti socialiste, ont existé à la même époque ? Est-ce que c'est le témoin d'une période finalement où les Français s'intéressaient plus et faisaient plus de politique ? Alors, peut-être une petite précision. D'abord, le premier meeting de lancement du RPR, qui se passe en décembre 1976, c'est un peu moins de personnes, c'est 50 000 personnes à peu près. Et justement, ce qui est assez intéressant, c'est qu'un an plus tard, Jacques Chirac organise un rassemblement et il est à 100 000 personnes. Pourquoi je te fais cette précision ? Parce que, même pas un an plus tard, d'ailleurs, je crois 6 mois plus tard, parce que ça montre que dès le début, le RPR a été un parti qui a connu une dynamique incroyable, et on peut vraiment y appliquer la formule qu'André Malraux avait à l'égard du gaullisme, le métro à 6 heures du soir, parce que c'est un parti qui a été un parti attrape-tout socialement, économiquement, des gens d'origine très diverses qui se retrouvaient dans le RPR par la force de ses discours, la force d'entraînement de Jacques Chirac et de sa politique. Et effectivement, le parti a atteint à un moment 885 000 adhérents en 86. Ça fait rêver n'importe qui s'intéresse aujourd'hui à la politique. C'était une autre époque. Il n'y avait pas les réseaux sociaux. Les partis politiques étaient des moments de sociabilisation. On militait en famille, on militait entre amis. On faisait sa carrière politique, parfois sa carrière professionnelle, parce que dans le parti, on rencontrait des gens. Le parti était vraiment un espace de vie non seulement politique, mais aussi un espace de vie sociétale en France. Et donc aujourd'hui, à une époque où d'abord il y a une vie associative beaucoup plus riche en dehors des partis, ensuite on est dans une société beaucoup plus individualiste, beaucoup plus repliée sur elle-même. Le Covid nous a fait beaucoup de mal, nous a repliés sur nous. Et puis il y a une espèce de dédain de la politique, de dégoût de la politique chez bon nombre de nos compatriotes qui font que les partis ont des formes beaucoup plus petites. Le parti écologiste en France, dont on voit pourtant les représentants très souvent sur les plateaux télé, c'est moins de 10 000 adhérents. Et d'ailleurs, tout le monde était estomaqué lorsqu'Emmanuel Macron crée En Marche, donc en 2017, son mouvement, avec une adhésion gratuite à l'époque. Il suffit de s'inscrire en ligne, il n'y a même pas besoin d'aller dans une permanence. C'est 400 000 adhérents à son sommet. Il faut se rendre compte que Jacques Chirac, 1986, c'est 800 000 adhérents, le double. Et à l'époque, il fallait cotiser, payer. Donc, un jour de cotisation. Un jour de cotisation. Donc, il y a vraiment ces deux mondes, ces deux époques complètement différentes. Et c'est aussi pour ça, on m'a beaucoup posé la question depuis la sortie de ce livre. Mais le RPR, au fond, c'est une histoire récente. Ça se fusionne dans l'UMP en 2002. Est-ce que c'est déjà de l'histoire ? Je crois que c'est une autre époque. Parce que l'histoire s'accélère et finalement, une année ça a toujours été 365 jours, mais depuis quelque temps, l'explosion des technologies, l'émission du numérique, le bouleversement de nos sociétés, le retour des empires font que cette période pas si lointaine pourtant nous paraît déjà bien loin. Et à propos d'histoire, tu as eu l'occasion dans tes précédents ouvrages de raconter la généalogie, en fait, la filiation des différents partis gaullistes.
Pour la résumer vraiment très succinctement, il y avait eu l'UNR, l'Union pour la Nouvelle République, qui a été créée en 58 pour soutenir l'action de Gaulle. Lui succède l'UDR en 68 avec d'autres partis intermédiaires. Et puis donc le RPR. On remarque en plus que ces trois partis, l'UNR, l'UDR et le RPR, ont partagé le même siège au départ à la création de l'UDR, rue de Lille dans le 7e. Donc pourquoi est-ce qu'il fallait un nouveau parti en ce milieu des années 70 ? Alors, d'abord, Jacques Chirac crée le RPR en décembre 1976. Il a quitté Matignon. Il était le Premier ministre de Valéry Giscard d'Estaing depuis 1974. Il quitte Matignon au bout de 2 ans de bail parce qu'il a de plus en plus de différends avec le président de la République. Il ne partage pas la même vision des sujets économiques, des sujets européens. Et la tension est à son paroxysme. Et donc, Jacques Chirac rompt, s'en va. Et lui succède un autre Premier ministre, Raymond Barre. Jacques Chirac s'en va, mais les gaullistes, eux ne s'en vont pas tous. Il y a beaucoup de membres du parti gaulliste qui sont toujours dans le gouvernement. Je pense à des gens comme Alain Peyrefitte, comme Olivier Guichard. Et donc, Chirac est un petit peu entre deux rives. Il s'était imposé en 1974 en soutenant Giscard d'Estaing contre le candidat de sa famille gaulliste, Chaban, comme le chef du parti. Et il était devenu secrétaire général du parti, puis Premier ministre. Donc, il s'était imposé comme le chef des gaullistes, tout en ayant poignardé dans l'eau le candidat gaulliste en 74. Donc il y a une vraie ambiguïté dans la naissance politique de Jacques Chirac vis-à-vis du gaullisme. Il a longtemps été présenté en parricide, en fossoyeur du gaullisme. Et puis en 76, il n'est plus ni Premier ministre de Giscard, ni chef des gaullistes, et donc il décide de créer son parti pour finalement remettre la main sur tout ce petit monde. Alors c'est une opération rondement menée, hein. Les hommes et les femmes qui l'amènent s'appellent Pierre Juillet, Marie-France Garot, Charles Pasqua, des gens qui comptent dans la suite de l'histoire de la droite. Et il crée ce parti. Et alors c'est intéressant là encore, dans cette ambiguïté de Chirac au gaullisme, au début le siège du parti justement n'est pas rue de Lille. Donc on a une rupture intellectuelle. Jacques Chirac, certes, ministre du général de Gaulle, ministre de Georges Pompidou, mais qui depuis en 74 s'est mis un petit peu aux marges du gaullisme, reprend ce parti gaulliste et reprend la tête des gaullistes. Et puis, on a aussi cette dissociation géographique qui décide de s'installer à un autre endroit, et très rapidement, c'est là que c'est intéressant, Jacques Chirac va vouloir prendre ses droits sur cet héritage, prendre son morceau de la Croix de Lorraine. Il va donc installer le parti gaulliste, le RPR, dans le siège de l'ancien parti. Donc il y a une forme de réappropriation. Alors qu'il avait au tout début, lorsqu'il crée son parti, dit je veux faire quelque chose de nouveau. Il parle d'un travaillisme à la française à un moment. Donc on n'est plus du tout dans la généalogie des partis gaullistes. Il va remettre la Croix de Lorraine sur le sigle du parti, qui est un bonnet phrygien avec une croix. Il va écrire aux adhérents du parti en les appelant chers compagnons, référence aux compagnons de la Libération, de l'époque du général de Gaulle, de la guerre. Donc il y a toute cette ambiguïté, à la fois d'un Chirac qui veut reprendre la tête de la famille de droite et notamment des gaullistes, et d'un Chirac qui doit créer son identité politique, et les premières années du RPR vont être déterminantes dans cette histoire. Est-ce qu'on peut considérer que le RPR a été fondé par Chirac, ça oui, mais pour Chirac finalement, est-ce que c'est un parti, un appareil qui est mis en place pour accompagner la montée au pouvoir d'un homme, plutôt que de défendre un corpus d'idées ? Alors c'est, si tu me permets de paraphraser Lincoln, c'est le parti de Jacques Chirac, par Jacques Chirac, pour Jacques Chirac. C'est le parti de Jacques Chirac parce que c'est d'abord le parti des hommes et des femmes qui militent pour lui. Il en sera le chef incontesté. Et je raconte d'ailleurs dans ce livre comment en 1995, l'ayant porté au pouvoir, au RPR, on se dit, et maintenant ? Quel est notre but maintenant que Chirac est président de la République, qu'il a atteint le summum du pouvoir ? C'est le parti par Jacques Chirac, parce que c'est le parti dans lequel il s'exprime, il est le chef, on le trouve à tous les carrefours décisionnels, lorsqu'il y a des débats internes, c'est toujours lui qui tranche, et là, moi j'ai eu une chance inouïe qui était de pouvoir travailler sur les archives de ce parti, longtemps resté confidentiel, et de pouvoir montrer, documents à l'appui, qu'il avait eu à faire des choix décisifs dans les grandes orientations du pays. Et puis c'est le parti pour Jacques Chirac, parce que non seulement c'est son parti, c'est la machine qui l'amène au pouvoir, mais c'est aussi la machine qui va se construire autour de lui. Il y a toute une mythologie, il y a des générations entières qui se forment, des écuries chiraciennes. Ce qui est assez intéressant, on évoquait il y a quelques instants ce moment de rupture dans l'histoire de la droite entre des partis gaullistes et le parti chiracien. Le mot de post-gaullisme est souvent évoqué, on est dans l'après-gaullisme. Il y a une génération d'hommes politiques qui apparaît en 1983, des jeunes maires qui sont vraiment les hommes et les femmes de l'écurie chiracienne, Jacques Vernier à Douai, Philippe Séguin à Épinal, Patrick Balkany, qui fait partie de cette génération et qui sont les hommes de Jacques Chirac qui vont vraiment être ses lieutenants à droite. Tu montres d'ailleurs qu'il peut y avoir un peu d'opposition
Au sein du parti, il y a les rénovateurs dans les années 80, les courants dans les années 90, la rivalité bien plus tard entre Balladur et Chirac, 93-95. Mais malgré tout, les hommes et les femmes de ce parti aiment bien Chirac. Oui, alors je ne voudrais pas spoiler nos auditeurs, je les invite à lire le livre pour retrouver toute cette histoire, mais une des grandes conclusions de cette étude, je dirais même cette enquête sur le RPR, pour essayer de le comprendre, c'est que ce qui réunit tous les militants du RPR, c'est leur fidélité à Jacques Chirac. Ils sont quelque part entre l'admiration et la fascination pour cet homme qui a un parcours si singulier, qui a une gouaille, qui a une personnalité, et qui a pu d'ailleurs avoir différentes positions au cours de sa vie. Donc c'est bien là qu'on voit que le RPR n'est pas un logiciel intellectuel, c'est d'abord un parti de la fidélité à un homme. De la même manière que les différents partis du général de Gaulle étaient d'abord la maison du gaullisme, la maison de l'attachement général, et pas forcément une machine intellectuelle, un logiciel bloqué dans une période et qui n'aurait jamais bougé. Je partageais il y a quelques jours un plateau avec Anne-Charlène Bézina, constitutionnaliste qu'on voit souvent à la télévision, et qui me faisait remarquer, qui me disait, est-ce que vous pensez pas que le gaullisme c'est d'abord un pragmatisme? Oui, dans le gaullisme il y a des lignes directrices, et puis il y a un pragmatisme de situation. Et bien dans le chiracisme c'est la même chose. Il y a quelques grandes lignes directrices qui sont inhérentes au personnage, et puis il y a du pragmatisme. Et face à ce pragmatisme, dans des maisons comme le RPR qui a pu connaître plusieurs courants, les libéraux et les colbertistes, les europhiles et les souverainistes, et ben l'unité derrière le chef, l'unité de commandement, c'est ce qui les réunit. Et c'est logique qu'il y ait du pragmatisme sur un parti qui a duré 25 ans. Évidemment, il y a des évolutions. Par exemple, tu as parlé du travaillisme à la française. C'est une des notions qu'il a développées dans le fameux discours d'Aigleton, dont on a beaucoup parlé ensuite au sein du RPR, donc il préconisait dans ce discours d'associer ce volet économique aux valeurs essentielles du gaullisme. Or, on voit très vite qu'il a un tournant libéral qui va être bien plus évident lors de la première cohabitation. Donc, c'est pas forcément renier ses premières valeurs, mais en fait aussi s'adapter à la situation économique, la crise économique du début des années 80. Alors, c'est très intéressant que tu cites cet exemple parce que quand on me dit souvent, mais alors comment résume-t-on le gaullisme? Je dis souvent, il y a la grandeur, une certaine idée de la France, de la défense de ses valeurs, l'idée d'une France éternelle. Il y a le rassemblement. Général de Gaulle, la France c'est pas la droite, la France c'est pas la gauche, c'est tous les Français à la fois. Pardon pour cette imitation un petit peu tardive pour ceux qui nous écoutent. Et puis il y a ce que le général de Gaulle avait appelé la participation, l'idée de réconcilier les patrons et les ouvriers. Et donc quand Jacques Chirac fait ce discours d'Aigleton, crée le RPR, on revient finalement à ce qu'on disait il y a quelques instants. À la fois il veut se détacher du gaullisme, mais en même temps il s'en réapproprie les symboles. Jacques Chirac, à ces mots de travaillisme à la française, s'inspire de la participation du général de Gaulle parce que il y trouve une réponse à l'équation insoluble: comment faire travailler en France ceux qui possèdent et ceux qui travaillent de leurs mains. Et pourquoi il fait ça et pourquoi il se singularise dans le moment politique? Parce qu'en 76, au fond, la droite et le centre gouvernent. Giscard d'Estaing est président de la République, il mène une politique libérale, et donc pour se différencier à droite, Chirac a besoin de développer le discours de la droite sociale. Et puis 81, la gauche gagne. Et donc, comment se différencier avec le discours d'une droite sociale quand la gauche est au pouvoir? L'écart avec ceux qui gouvernent est plus difficile. C'est plus difficile de s'opposer, de se construire. Donc Jacques Chirac va, notamment à partir de 83, sous l'influence de deux personnages qui seront importants pour la suite, Édouard Balladur, Alain Juppé, prendre, et ce sont tes mots et tu as raison de les employer, prendre un tournant libéral, s'inspirer de modèles étrangers, Reagan aux États-Unis, Thatcher en Angleterre, et faire pousser le parti vers une autre direction. Parce que le contexte politique évolue, parce que le parti a besoin de se positionner, parce que la donne internationale change. Et donc, c'est un parti qui a connu différentes lignes politiques, et finalement, la seule ligne stable, la seule chose qui n'a pas changé, c'est la fidélité à Jacques Chirac. Et c'est intéressant que tu dises qu'il se positionnait aussi en opposition à Giscard, puisque il a été, donc, tu l'as rappelé, son premier ministre, les relations étaient un peu houleuses. Et l'une de ses premières actions comme ça, pour se différencier peut-être de Giscard, c'était lors des élections européennes de 79, puisque c'est en décembre 78 qu'il signe, alors qu'il est hospitalisé, le fameux appel de Cochin, dans lequel il dénonce le fédéralisme européen, la supranationalité. Or, là aussi, il va très très vite changer de conviction et puis défendre en fait la construction européenne. Alors, c'est intéressant parce qu'effectivement, là, dans l'appel de Cochin, on est dans la poursuite, la continuité complète du gaullisme et de la position du général de Gaulle sur l'Europe des nations, qui n'était pas celle de Georges Pompidou, je rappelle, qui était quand même des grands hommes de la construction européenne. Le général de Gaulle était beaucoup plus critique d'Europe. Alors, Georges Pompidou lui-même s'inquiétait de ce que pourrait être une commission européenne. Je ne voudrais pas que ceux qui nous écoutent croient que de Gaulle, le souverainiste, et Pompidou, l'européen. C'est pas ça du tout que je veux dire. Mais il y avait en tout cas dans
l'ADN gaulliste, c'était une méfiance vis-à-vis des supranationalités et une défense des identités des peuples et des nations européennes. Et donc, l'appel de Cochin, c'est la suite logique de ça. Et Jacques Chirac, d'ailleurs, tape très dur sur Giscard d'Estaing. L'UDF et le parti de l'étranger, ce sont les mots de ce fameux discours de Cochin. Ceux qui veulent pousser la France à l'abandon, enfin vraiment, j'invite ceux qui nous écoutent à relire ce discours qui est un moment important dans l'histoire de la droite. Et puis, tu as raison de le dire, Jacques Chirac va évoluer sur ces questions européennes. Alors, pas aussi vite que sur les questions économiques, puisqu'il va falloir attendre 1986, l'arrivée de Jacques Chirac à Matignon, l'acte unique européen, pour que il bouge un petit peu sur ces questions. Pourquoi ? Parce que au fond, il y a une forme de réalisme. La gauche est au pouvoir depuis 81, un certain nombre de traités internationaux ont été signés, et Jacques Chirac dit, je raconte dans le livre, d'ailleurs je consacre plusieurs pages à cet épisode, les gaullistes lui disent, maintenant qu'on est à Matignon, on arrête cet acte unique, et Jacques Chirac dit, mais un pays ne peut pas seul renégocier au coin de la page un traité européen qui a été discuté à plusieurs. La compétence de politique internationale dépend du président de la République. Donc on sent bien un Premier ministre Chirac, gaulliste et chiracien, qui est gêné aux entournures, qui ne sait pas comment gérer cette situation. Et puis, tout ça va aller à son comble en 88, puisque Jacques Chirac comprend bien que le RPR et l'UDF mangent chacun une partie de l'électorat de l'opposition à la gauche. L'opposition perd, François Mitterrand est réélu en 88, et Jacques Chirac comprend en 88 que s'il veut gagner, il devra s'allier avec les centristes. Et la pomme de discorde avec les centristes, avec Giscard, c'est l'Europe. On a un centre UDF, europhile, libéral, et une droite RPR, sociale, populaire, souverainiste. Et donc, Jacques Chirac va par la suite, à partir de 88, c'est ce qui explique les tensions avec Pasqua et Séguin, en 89, c'est ce qui explique les grosses tensions au moment du traité de Maastricht en 92. Chirac fait un pari, si je veux gagner, si un jour je veux être élu président de la République, il faut que sur les questions européennes, je me projette vers l'avenir, je sois capable de tendre la main aux centristes. C'est ce que lui conseillent des gens comme Édouard Balladur, qui va être le premier à l'encourager dans cette voie. Mais ça va être très mal vécu en interne par certains qui, se référant à la pensée illustre du général de Gaulle, finalement comme un texte biblique, et je pense à des gens comme Charles Pasqua ou Philippe Séguin, disent mais non, on ne peut pas trahir cette pensée, et l'ambition électorale, le désir de gagner ne peut pas nous amener à se rompre cette ligne. Ça montre aussi cet épisode européen, c'est pour ça que je suis un petit peu long et je m'en excuse dans ma réponse, mais ça montre que j'ai dit tout à l'heure que c'était le parti de Jacques Chirac, par Jacques Chirac, pour Jacques Chirac, qu'on était unanime derrière le chef. Pour autant, l'histoire du RPR, c'est ce qui la rend savoureuse, est pleine de tensions, est pleine de petits secrets, d'affrontements, et on voit tout au long de l'histoire que Jacques Chirac a su se maintenir comme chef incontesté du parti, ou plutôt il a su se maintenir comme chef suprême, mais ça n'a pas été sans contestation. Et il y a eu des affrontements parfois très très douloureux, des ruptures, des exclusions, et c'est aussi cette histoire que j'ai voulu raconter. On parle souvent du RPR un peu comme un parti lisse, 25 ans de vie de droit derrière Chirac. En fait, c'est beaucoup plus compliqué qu'il n'y paraît, et j'ai voulu raconter tout ça. Cette campagne présidentielle de 88, elle est très intéressante puisque tu le dis, elle est très importante en fait pour matérialiser l'union entre la droite et le centre. Et on voit, d'ailleurs, tu racontes évidemment toutes les campagnes électorales qu'il y a pu y avoir. Il y a très 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 souvent eu à l'échelon local ou national une union entre l'UDF et le RPR, même s'il y a pu avoir des dissidences locales. Et en 88, donc Giscard voit concourir Raymond Barre et Chirac, qui étaient deux de ses anciens ministres. Et il a cette phrase que tu reproduis. Donc Giscard déclarait que le RPR et l'UDF n'ont pas de différence idéologique. La compétition opposant un gaulliste et libéral, c'est-à-dire Chirac, et un libéral et un gaulliste, Barre. Qu'est-ce que tu penses de ce jugement ? D'abord, c'est un jugement de Valéry Giscard d'Estaing qui s'estime au-dessus de ses premiers ministres et qui n'aura de cesse par la suite de rappeler que lui a été président, et donc il est au-dessus de la mêlée. Donc il y a une forme de mépris en disant mais au fond, regardez ces deux hommes, ils partagent les mêmes idées, ils veulent concourir, mais ils pourraient s'entendre et ce sont des petites mesquineries entre hommes. Moi, je suis au-dessus de tout ça. Ça, c'est d'abord la première lecture qu'il faut faire de cette situation. Je ne partage pas du tout l'analyse que fait Giscard et qui en fait vise à dire c'est du menu fretin et ce sont les mêmes. En réalité, Raymond Barre, qui a été commissaire européen, qui a participé à la vie des cabinets gaullistes, donc il connaît bien cet univers, est un vrai libéral giscardien qui n'a pas été un homme de l'aventure gaulliste et qui ne peut pas se référer à la figure du général de Gaulle. Jacques Chirac, n'empêche, le moment 74 a été secrétaire d'État du général de Gaulle, a été une grande figure du pompidolisme, il a été ministre de l'Agriculture de Georges Pompidou, il a été son ministre de l'Intérieur, donc on a quand même deux personnalités. Et d'ailleurs, Jacques Chirac est plutôt un homme de... c'est un radical socialiste, quand on étudie un petit peu son parcours intellectuel, et d'ailleurs même ses idées, c'est un homme de
la droite sociale, de la droite populaire. On a quand même deux figures dans leurs racines intellectuelles, dans leur parcours politique, dans leur personnalité très différentes. Et il faut comprendre ce moment 88, parce que Giscard, qui estime que il doit l'échec de 81 à la fois à la trahison de Chirac, qui présente sa candidature face à lui en 80, et puis à Raymond Barre, qui par son programme, par la politique qu'il a menée, l'a rendu impopulaire. Donc finalement, c'est un coup d'épée qu'il donne à ses deux anciens premiers ministres. En revanche, il y a une démarcation claire avec un autre parti qui est le Front National, qui monte dans les années 80. Il peut y avoir des alliances locales qui sont souvent dénoncées par l'appareil du RPR, et notamment à Dreux d'ailleurs. On apprend que c'est dès 1983 qu'il y a des frictions et puis des triangulaires entre le candidat de droite, le candidat du FN et le candidat de gauche. Mais clairement, ça c'est par contre un point de constance pour Chirac, c'est qu'il resserre le cordon sanitaire. Oui, d'ailleurs, l'expression de front républicain, de cordon sanitaire, je reviens sur toute cette généalogie dans mon livre, on en a beaucoup parlé ces dernières années au moment des élections présidentielles, récemment encore au moment des élections législatives de 2024 après les élections européennes. Ces expressions et cette idée qu'il existe entre la droite et l'extrême droite une ligne infranchissable naît vraiment dans les années 80. Pourquoi ? D'abord parce que le parti de Jean-Marie Le Pen, qui a déjà 10 ans, je rappelle qu'il a été créé en 1972, commence à avoir des résultats nationaux qui lui permettent d'ambitionner des députés, des maires, d'avoir une place dans le débat public national. Et ce qui était des petits accords électoraux d'appoint ici et là devient en fait une question de stratégie nationale. Faut-il, nous, oui ou non, s'allier avec eux ? Et tu as raison de le rappeler, et c'est son honneur, je le pense. Jacques Chirac a toujours refusé de s'allier avec le Front National, avec l'extrême droite. On se souvient d'ailleurs de son discours quelque temps avant de quitter l'Élysée. L'extrême droite est un poison qui divise, discours qui l'a marqué et dont on garde pour la postérité cette image d'un Jacques Chirac opposé à l'extrême droite. C'est aussi le fait de cette élection présidentielle de 2002 où, comme tu t'en souviens, et nos auditeurs s'en souviennent sûrement, ce second tour, surprise de Jacques Chirac face à Jean-Marie Le Pen, il devient vraiment l'incarnation de celui qui peut s'y opposer. Donc il y a une mythologie qui s'est construite aussi autour de cette opposition de Jacques Chirac au Front National. Pour autant, et c'est là que l'objectivité de l'historien me veut dire les choses, Jacques Chirac faisait un distinguo très clair entre Jean-Marie Le Pen, qu'il considérait comme une persona non grata. Il était inadmissible de négocier avec lui. Dans l'entre-deux tours de l'élection présidentielle de 88 se pose d'ailleurs la question, faut-il oui ou non une alliance ? Il y a une rencontre qui est organisée, je la raconte dans un précédent livre consacré à Charles Pasqua, parce que c'est un de ceux qui permet cette rencontre, et Jacques Chirac est très gêné, il lui dit, écoutez, vous pouvez me soutenir, mais vous n'aurez rien en échange. Jean-Marie Le Pen lui dit, si vous ne me donnez rien, je ne vous soutiendrai pas. Et l'échange dure 2 minutes, parce que vraiment, Chirac est contraint à cet échange, il n'en veut pas. Il fait le distinguo entre Jean-Marie Le Pen, je le disais il y a quelques instants, qu'il considère vraiment comme son ennemi juré, une persona non grata, et les électeurs du Front National vis-à-vis desquels il veut avoir un discours. Il veut leur parler, il se rend bien compte que c'est des électeurs qui, pourquoi vont-ils au Front National, pourquoi vont-ils à l'extrême droite ? Parce que la droite républicaine ne leur parle plus, ne traite plus des sujets qui les inquiètent. Et cette approche du sujet, elle va se retrouver par la suite chez Charles Pasqua, elle va se retrouver par la suite chez Nicolas Sarkozy, quand on a dit en 2007 qu'il chassait sur l'état de l'extrême droite, parce que les trois ont eu finalement la même dynamique politique, c'est-à-dire qu'ils se sont dit, il y a des sujets qu'on a voulu parfois par stratégie d'alliance électorale, pour ne pas vexer des alliés de gauche, pour ne pas vexer les centristes, on ne va pas adresser ces sujets. En fait, ne pas parler d'immigration, ne pas parler de nation, ne pas parler d'identité, cacher ces sujets, c'est les laisser en proie au seul parti qui à l'époque les adresse, au seul parti qui en parle et qui propose des choses sur le sujet, c'est l'extrême droite. Donc c'est intéressant parce que finalement ce que ça nous montre, c'est qu'à ne pas vouloir discuter d'un sujet, à ne pas vouloir approcher un sujet avec raison, on laisse d'autres partis s'exprimer dessus et on finit par hystériser le sujet en question. Tu abordes dans le livre les points noirs du RPR, et évidemment parmi ça, il y a les différentes affaires politico-financières, comme celle des emplois fictifs de la mairie de Paris, qui vaut à Chirac d'être le premier président mis en examen et puis ensuite inculpé. Donc on ne va pas revenir évidemment sur toutes ces poursuites et leurs verdicts, c'est très bien détaillé, mais il y a une autre formule qui m'a intéressé, c'est celle de l'État RPR, pour laquelle on est peut-être un peu moins familier aujourd'hui. Est-ce que tu peux nous dire que représente cette notion d'État RPR et sur quoi repose cette affirmation ?
Bon, alors d'abord sur les affaires, en quelques mots quand même, sinon nos éditeurs resteront sur leur faim. Dire que je ne pouvais pas faire une histoire du RPR sans parler des emplois fictifs, du RPR, des HLM de la mairie de Paris, des HLM des Hauts-de-Seine, de la cassette, de mairie, pour tous ceux à qui ces noms diront des choses. Donc à ceux qui s'interrogeraient, elles y sont. Les contraintes de l'émission et les contraintes horaires font qu'on peut pas tout raconter et tout dire, mais c'est indéniable. Et quand on parle du RPR, c'est à la fois la grande geste chiracienne, c'est les grandes années, c'est les grands personnages qu'on vient d'évoquer, c'est aussi les affaires qui ont tué beaucoup de carrières. Rappelons qu'Alain Juppé, étoile montante, figure du RPR, a vu sa carrière politique brisée par ses affaires, et ça a donné notamment son exil au Canada. Au Canada et au Québec notamment. Merci. Maintenant, sur l'État RPR, c'est une autre approche et une autre critique qui est faite, et notamment par la gauche. Cette critique, en fait, elle est ancienne. C'est déjà une critique que la gauche faisait à l'endroit du gaullisme, puisqu'on parlait de l'État UDR avant l'État RPR. Quelle est-elle? C'est l'idée que la droite est au pouvoir depuis tellement longtemps, 10 ans de général de Gaulle, 5 ans de Georges Pompidou, 7 ans de Valéry Giscard d'Estaing. La droite est au pouvoir depuis tellement longtemps que elle a déployé ses tentacules dans toutes les administrations, elle a nommé des hauts fonctionnaires, elle a pris contrôle de tous les rouages de l'État, et même si la gauche gagnait politiquement, même si le suffrage démocratique ramenait la gauche, enfin amenait tout simplement la gauche au pouvoir, et ben elle ne pourrait pas se débarrasser d'un État profond, pour prendre des mots qu'on entend beaucoup aujourd'hui dans le débat politique. Les Anglais disent un deep state, d'un État profond qui en fait contrôlerait vraiment les choses et qui aurait été nommé par les personnalités de droite. Alors cette expression, elle est beaucoup dans le discours de gauche, notamment en 74 et en 81. Et en 81, lorsque la gauche arrive, elle se donne pour tâche, c'est les mots que plusieurs des ministres de François Mitterrand emploieront, nettoyer les écuries d'Augias. Et lorsque le RPR finalement revient au pouvoir en 86-88, en 93-95, pendant les deux cohabitations, puis en 95, il y a vraiment l'idée à gauche que bon sang, mais ils vont nous refaire le coup du général de Gaulle, ils vont s'installer partout dans les administrations, dans les préfectures, dans les directions diverses et variées des territoires. Et le mot est d'ailleurs repris par des figures de gauche nombreuses, diverses et variées, ça va de la gauche communiste à la gauche écolo, qui vont s'inquiéter que un RPR un peu affairiste s'empare de l'État. Et c'est pour ça d'ailleurs, c'est le lien avec les affaires, c'est que tous les scandales qui vont éclater à partir du milieu des années 1990 et qui vont montrer que dans le RPR, comme dans beaucoup de partis de l'époque, avant les lois de motorisation de la vie publique et de financement de la vie publique, il y avait des affaires, il y avait des porteurs de valises, il y avait des magouilles. Tout ça va finalement se mélanger et salir l'image du RPR, parce qu'on va se dire il y a donc des gens qui doivent leur poste à des politiques, pratiquent des rétrofinancements, promènent des valises, ouais. Tout ça ça participe aussi à l'histoire du RPR, au point que, je raconte d'ailleurs dans le livre que François Baroin, c'est un président de l'AMF, ancien ministre, maire de Troyes, interrogé sur le fait de faire un livre, on lui dit mais voilà, on prépare un livre sur le RPR, et bon, vous voulez dire un livre sur les affaires, c'est un entretien qui donne dans les années 1990, tant à cette époque, le RPR est devenu synonyme de polémique sur les affaires. Jacques Chirac est élu président en 1995. On avait dit que ce parti a été créé pour lui, pour pouvoir l'amener à ce poste. Et donc, tu as rappelé que la question de la pertinence de ce parti s'était posée. Est-ce qu'il est caduc? Est-ce qu'il faut le dissoudre? En tout cas, 2 ans après, en avril 97, Chirac annonce qu'il va dissoudre l'Assemblée nationale. Une décision qui est prise en petit comité, qui surprend les députés, qui vont d'ailleurs être laminés ensuite par les élections. Est-ce que tu considères que Chirac, président, se désintéresse du parti? Se désintéresse? Je ne pense pas, parce que d'abord, tout de suite après l'élection présidentielle, il y a les municipales de 1995 et le parti est aux avant-postes de ces élections. C'est plutôt que le parti qui avait toujours été une pépinière de militants, d'élus, une force de proposition. Jacques Chirac a toujours pensé le RPR comme une boîte à idées. Maintenant qu'il est au pouvoir, il n'y a plus besoin de boîte à idées, puisque la boîte à idées, c'est le gouvernement. Il n'y a plus besoin de militants, puisqu'on a fait élire les députés. Donc, il y a une forme de questionnement sur l'utilité du parti. À quoi va nous servir le RPR? Et d'autant plus que, en 1995, il faut se souvenir que Jacques Chirac est élu président de la République, mais ne dissout pas l'Assemblée nationale. Et donc, il cohabite
avec une majorité de députés qui, pour beaucoup, ont été baladuriens, ont soutenu Édouard Balladur, Premier ministre, puis dans sa course présidentielle contre Jacques Chirac. La victoire de Jacques Chirac, ça c'est exceptionnel, et tous les témoignages convergent pour le dire, c'est vraiment la victoire d'un petit groupe d'hommes. Il y a peu de gens qui croient à Jacques Chirac lorsqu'il se lance en 94 contre Balladur. Et Jacques Chirac va accepter... Le parti a été chiracien, alors que les parlementaires ont été pour beaucoup baladuriens. Donc Jacques Chirac ne voit pas l'intérêt de toucher au parti qui lui a été fidèle, mais maintenant qu'il est président, il faut travailler avec les parlementaires, il faut travailler avec les ministres. Donc il y a une vraie interrogation, que va-t-on faire du parti? Je crois que c'est Hervé Guémard, je le cite dans le livre, mais donc ancien ministre, alors député RPR, qui a cette formule qui dit « Le roi n'est plus parmi nous ». Le roi a quitté son royaume. Mais un peu cette idée, que se passe-t-il au royaume RPR? Le roi est parti. Et si on avance un petit peu dans le temps, tu évoques 97, ces législatives, cette dissolution, ces législatives anticipées, la victoire de la gauche. Et là, tous ceux qui critiquaient Jacques Chirac, en tête desquels Philippe Séguin, mais aussi les baladuriens, Nicolas Sarkozy, qui est à l'époque le bras armé d'Édouard Balladur, se disent maintenant on va retourner le parti contre Jacques Chirac. Et Jacques Chirac est doublement isolé. Il est isolé à l'Élysée parce qu'il a un Premier ministre, Lionel Jospin, de gauche, et un gouvernement de gauche, un parlement de gauche. Et puis, son propre parti s'est retourné contre lui, c'est Philippe Séguin qui a pris le parti. Et là, c'est intéressant, alors j'y reviens longuement dans le livre, le but n'est pas de tout raconter pendant cet entretien, mais Philippe Séguin, qui a toujours été dans l'ambiguïté de désaccords intellectuels avec Jacques Chirac, un certain nombre de combats les a opposés. Philippe Séguin, c'est vraiment le porte-étendard du gaullisme social, c'est l'homme du souverainiste, du non à Maastricht, et en même temps, il a une loyauté sans borne à Jacques Chirac, une fidélité, il aimerait être reconnu comme un fils, là où Jacques Chirac a toujours eu sa préférence pour un Alain Juppé, le meilleur d'entre nous. Et il va être un peu dans ce jeu difficile où il s'est emparé du parti contre Jacques Chirac, et en même temps il va tout de suite le placer dans la fidélité, dans l'obéissance, dans la loyauté à Jacques Chirac. Et Philippe Séguin va partir 2 ans plus tard, en 99, sur un désaccord au moment des élections européennes, parce qu'il n'aura jamais su trouver sa place, à la fois dans la singularité de sa voix personnelle, personnage exceptionnel, Philippe Séguin, qui aurait pu faire tellement de choses à la tête du RPR, et puis ce rapport très personnel à Jacques Chirac, presque un rapport émotionnel qui le bloque finalement dans son positionnement et dans sa gouverne du RPR. Et la cohabitation initiée en 97 va durer en fait jusqu'à la fin du mandat de Chirac en 2002. Et c'est en 2002 que le RPR est quelque part dissous dans ce qui va s'appeler l'UMP. Est-ce que tu peux nous dire en quelques mots à quoi obéit finalement cette reconfiguration du paysage? Et d'autre part, comment réagissent les cadres du parti? Qu'est-ce qui reste du RPR dans l'UMP? Bon, d'abord, Jacques Chirac fait un constat simple, et on l'a évoqué à plusieurs reprises, depuis le début de cet échange, c'est que face à la gauche, il y a une droite, je mets des guillemets autour du mot droite, qui réunit le centre, les centristes, et puis la droite gaulliste, la droite chiracienne. Et de tout temps, en toute élection, d'ailleurs, malgré leurs désaccords nombreux, l'UDF giscardienne et le RPR chiracien vont trouver des terrains d'entente. Il y aura en 81 et 88 2 matchs, face à Giscard en 81, face à Barre en 88, qui se pose vraiment en candidat giscardien. Et en 95, il faut rappeler que les centristes n'ont pas de candidat, et Giscard d'Estaing et Barre renoncent à l'élection présidentielle, et le match à droite se joue entre Balladur, d'ailleurs auquel pourraient se rallier beaucoup de centristes giscardiens, et Chirac. Et Chirac gagne. Donc déjà, après 95, au fond, l'UDF ne fait plus partie de l'équation. Donc Jacques Chirac aimerait bien la vampiriser, que le RPR l'absorbe. Et ça va être son combat, notamment à partir de 2000, avec plusieurs de ses conseillers, et notamment Dominique de Villepin, essayer de faire fusionner, de forcer la réunion de l'UDF et du RPR au sein d'un grand parti, de superposer au paysage politique français le clivage politique américain, le système partisan, bipartisan, les républicains, les démocrates. Et en France, on aura la gauche, la droite. Et donc, c'est cette recherche d'un parti unique de la droite et du centre qui va pousser Jacques Chirac à créer l'UMP. Je raconte dans le livre qu'en réalité, c'est un combat qu'il va mener contre tous les cadres du RPR. Séguin, Michel Alliot-Marie, et même des proches. Jacques Toubon va s'y opposer. Nicolas Sarkozy va en être un ardent opposant à cette union pendant ces années 2000-2002. Et puis arrive le moment 2002, ce second tour de l'élection présidentielle, et là, plus personne ne peut s'opposer à ce que la droite et le centre s'unissent. D'ailleurs, en 2002, tout l'arc républicain, de la gauche au centre giscardien et à la droite chiracienne, s'est uni face à Jean-Marie Le Pen. Donc, on ne peut plus opposer à Jacques Chirac que le RPR et l'UDF ont deux traditions, ont deux historiques, ont deux racines géologiques politiques différentes. Il parvient à faire cette fusion contre l'avis des cadres, et
c'est mon analyse, mais elle est partagée par d'autres spécialistes de cette époque. Je pense à quelqu'un comme Arnaud Tessier. Le RPR, en fusionnant avec l'UDF, va finalement perdre son identité. Il va se diluer dans quelque chose de différent. La stratégie est payante. Nicolas Sarkozy gagnera grâce à l'UMP en 2007 parce que justement, au premier tour, il n'y aura pas deux camps séparés. Mais en même temps, les lignes intellectuelles, les lignes idéologiques qui étaient défendues par le RPR, beaucoup des sujets vont être cachés sous le tapis. On n'en parle plus puisque dans une grande maison commune, il faut pas se fâcher, il faut trouver des terrains d'entente. Philippe Séguin a ce mot terrible, il parle d'une dégaullisation de la droite. Et en ayant voulu allier le centre et la droite, on a fait une formation molle qui n'adressait plus certains sujets. Et que s'est-il passé? Mathématiquement, beaucoup d'électeurs ne s'y sont plus retrouvés, ont cherché une autre famille politique. Et c'est une des conclusions de ce livre. Il y a eu vraiment une fuite en avant de beaucoup d'électeurs qui sont partis chercher une autre formation plus à droite et qui sont partis à l'extrême droite. Et justement, je voulais avancer et pour parler de la période d'aujourd'hui, tu as évoqué une nostalgie du RPR, mais qui aujourd'hui à droite s'en réclame? Alors, l'échiquier politique a beaucoup évolué, c'est toujours difficile de juxtaposer les choses. Ce qui est intéressant, c'est de voir que l'UMP puis les Républicains ont connu un glissement à gauche. Alors, j'explique ce que j'entends par glissement à gauche. Là où le RPR était plutôt une formation, on l'a dit tout à l'heure, droite nationaliste, droite sociale, populaire, souverainiste, la fusion avec l'UDF au sein de l'UMP, et aujourd'hui la ligne chez LR, c'est plutôt une droite libérale, une droite europhile. David Lisnard, Bruno Retailleau sont vraiment représentants de cette nouvelle tendance libérale du parti. Et du coup, l'espace qu'occupait jadis le RPR, droite sociale, droite colbertiste, droite nationale, il est vide. Et comme la nature a horreur du vide, beaucoup de partis essaient de l'occuper. C'est intéressant de voir que le Rassemblement national se verrait bien dans les bottes du RPR. Si on écoute Marine Le Pen et beaucoup des députés Rassemblement national aujourd'hui, ils revendiquent cet héritage RPR. D'ailleurs, phénomène intéressant, deux actuels députés Rassemblement national ont racheté le sigle du RPR et recréé le RPR 2.0 en disant mais au fond le RPR c'est nous. Au moment des législatives 2024, Jordan Bardella, président du parti, fait un grand discours aux Maisons de la Chimie en disant « Mais si on compare nos programmes, regardez, le RPR c'est plus les Républicains, le RPR c'est nous. » Et donc tout ça a donné lieu, et continue de donner lieu d'ailleurs à une bataille numérique. Certains grands responsables du RPR, je pense à Renaud Muselier, ancien député, actuel président de la région PACA, ancien ministre, lui est vent debout et scandalisé en disant « Mais attendez, le RPR s'est toujours opposé au Front National, au Rassemblement National, en rappelant que le Front National a été fondé par des anciens Waffen-SS, par des anciens de l'OS, qui avaient tenté d'assassiner le général de Gaulle. » Et donc lui, comme beaucoup de gens à droite, outré, dit « Mais comment le RN peut-il aujourd'hui se revendiquer de ça ?» Donc il y a ce double phénomène, à la fois une droite qui a glissé vers l'espace qu'occupait jadis l'UDF, et donc il laisse cet espace RPR à d'autres, et une extrême droite qui elle-même a évolué, qui était jadis plus libérale, et qui essaie d'occuper cet ex-espace du RPR, avec d'ailleurs, c'est drôle, on disait tout à l'heure, je reviens sur ma formule, mais la nature a horreur du vide, une extrême droite libérale a émergé, puisque c'est Sarah Knafo, c'est Éric Zemmour qui sont allés sur ce créneau que pouvait jadis occuper le Front National. Et Zemmour, qui d'ailleurs en octobre 2021, lors de sa campagne avant la présidentielle, avait déclaré « Je suis le candidat du RPR ». Donc on voit qu'il y a une récupération, effectivement, qui a glissé vers la droite. Tout à fait, et non seulement une récupération, et puis et c'est aussi ce qui m'a donné envie de faire ce livre, une vraie nostalgie à droite pour le RPR, une nostalgie militante. On a parlé tout à l'heure des grands moments, 880 000 adhérents, les universités d'été. C'était quelque chose de vivre, le RPR. Moi, c'est drôle, j'ai fait plus d'une 50aine d'entretiens pour ce livre, des cadres, des grandes personnalités, mais j'ai aussi voulu aller voir des cadres locaux, des militants, pour comprendre ce que c'était d'être adhérent RPR. Et beaucoup de gens avaient encore leur carte de militant, des affiches, m'ont raconté des anecdotes vécues. C'était quelque chose de vivre le moment RPR. Donc, j'ai voulu raconter ce moment humain militant. J'ai voulu raconter ce moment politique, c'est une grande chronique de cette époque, de ces 25 ans, et puis j'ai voulu faire un essai de définition, parce que c'est mon 5e livre, tu l'as rappelé en introduction, je me suis spécialisé sur l'histoire de la droite, du gaullisme, de la 5e République, et comme citoyen, j'entends tout le monde se réclamer de Gaulle et aujourd'hui du RPR. Moi, je n'ai pas à juger, je suis historien, je veux dire, c'est aux citoyens de juger qui est le plus légitime à se mettre dans les bottes, mais je voulais faire ce livre pour dire, voilà ce qu'était le RPR. Voilà ce qu'étaient les grands combats de Jacques Chirac. Voilà quelles étaient ses valeurs. Et maintenant, vous avez les clés de lecture. À chacun, en regard du paysage politique et des appropriations et réappropriations que les uns et les autres veulent bien faire, de juger sont-ils, oui ou non, les vrais héritiers du RPR.
Et pour terminer, Pierre, tu sais qu'on parle de la couverture du livre. Est-ce que tu peux nous dire ce qu'elle représente, pourquoi ce choix, et puis aussi peut-être un petit mot, le clin d'œil sur le sous-titre, Une certaine idée de la droite. Bien sûr, alors ça me permet de saluer d'abord toutes les équipes de Passé Composé qui depuis plusieurs années me font confiance et me publient, et j'ai une pensée en particulier pour Nicolas Grapayen et Arthur Chevalier qui m'accompagnent dans ces diverses aventures. C'est avec eux et avec les équipes Passé Composé qu'on a choisi cette couverture. Alors elle représente, pour ceux qui nous écoutent, Jacques Chirac. On est en 1988, tourné de profil, bras en V levé, un peu comme sur un ring de boxe. Le Jacques Chirac qu'on connaît des années 80, grosses lunettes, cheveux plaqués en arrière, costume impeccablement cintré, et il est au milieu d'un stade, le Parc des Princes. On est en 88, c'est la campagne présidentielle lors de laquelle il affronte François Mitterrand, lors de laquelle il est Premier ministre sortant et il pense gagner. C'est vraiment un moment fort dans l'histoire du RPR. Là, on est dans le Chirac triomphant, qui pense qu'il va gagner, qui emporte des centaines de milliers de personnes dans ce Parc des Princes plein. On voit d'ailleurs sur la photographie de couverture les gradins remplis, bourrés de gens avec des drapeaux. On les imagine en train de chanter à tue-tête « Chirac, Chirac ». Et voilà, il y avait quelque chose que je voulais représenter sur cette couverture. Je me répète et j'en suis désolé, mais parce que c'est vraiment la colonne vertébrale du livre. Le RPR, ça a été un grand moment militant. C'est pas juste un parti, c'est pas juste une histoire de bureau, de cadre, de ligne intellectuelle. C'était d'abord un parti d'hommes et de femmes. Et il y a plein d'anecdotes dans ce livre que j'ai voulu raconter, on peut pas toutes les raconter, mais comment Charles Pasqua a affrété des bus de militants qui venaient du fin fond des départements pour venir. J'ai essayé de retrouver tous les hymnes de campagne pour les raconter, parce que quand on parle de Chirac pour des générations de militants du fin fond des départements, il y a toutes ces chansons, tout cet univers vraiment qu'on retrouve quand on parle du RPR. Il y avait des porte-clés RPR, des cendriers RPR, on imagine Jacques Chirac avec la Corona, enfin, tout cet univers est vraiment... j'ai essayé de le retranscrire dans le livre, j'ai essayé de le raconter, et ça me paraissait important parce que moi, j'ai grandi avec la génération Guignol de l'info. J'ai donc aussi eu une image des hommes politiques, une image du RPR via les Guignols, et je crois qu'ils ont bien su retranscrire ce Jacques Chirac qu'on connaît tous, manger des pommes, le super menteur, enfin voilà. J'ai essayé de vraiment raconter tout ça, raconter la vie politique, mais aussi l'imagerie qui existait autour du RPR et la mythologie qui s'est constituée. Et puis tu m'as posé une deuxième question qui était pourquoi une certaine idée de la droite. Alors c'est évidemment l'historien du gaullisme voulait faire un clin d'œil à De Gaulle, une certaine idée de la France. Première phrase de ses mémoires, toute ma vie je me suis fait une certaine idée de la France. Jacques Chirac, avec le RPR, s'est fait une certaine idée de la droite. J'ai raconté au cours de cet entretien cette relation ambiguë avec le gaullisme, évidemment Chirac qui se pose en héritier et en même temps ce parricide, ses complications, l'opposition qu'il aura, on n'a pas eu le temps d'en parler, on peut pas parler de tout, mais en 81, lorsqu'il se présente à l'élection présidentielle, il a face à lui Michel Debré. Il y a plusieurs candidats gaullistes sur la ligne de départ. Et je trouvais que c'était un joli clin d'œil, d'abord à cette filiation compliquée avec le général de Gaulle. Ensuite, à cette idée que Jacques Chirac se faisait de la droite, s'est fait à l'origine, en créant son parti. Non, la droite, ça n'est pas Giscard d'Estaing. Et puis, à cette idée qu'il s'est fait de la droite à la fin du RPR, aussi en 2002. Non, la droite, c'est plus que le RPR. Donc, c'est un sous-titre clin d'œil historique, et puis un sous-titre qui voulait faire aussi pont entre les deux bornes chronologiques du RPR, 1976, la création, et puis 2002, cette disparition, cette fusion dans l'UMP. Merci beaucoup, Pierre, d'être revenu à ce micro pour en parler. Je recite le titre du livre, le RPR, une certaine idée de la droite, écrit par Pierre Mananti aux éditions Passé Composé. C'est sorti tout récemment, cette semaine. Le 13 janvier. Le 13 janvier est donc déjà disponible en librairie. Merci beaucoup, chères auditrices, chers auditeurs, de nous avoir écoutés, et je vous donne rendez-vous bientôt pour un prochain épisode. Merci à tous et à bientôt.